Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Et merci aux auditeurs, aux auditrices ou l'inverse sur Facebook qui nous suivent en direct, sauf problème technique. Ça peut arriver. Donc ce soir, nous sommes ravis de recevoir Dominique Martre pour un livre qui s'appelle La Kabylie en partage. Dominique Martre, alors... vous avez été professeur, vous avez été journaliste, vous êtes formatrice, vous avez même été comédienne, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire... J'ai joué dans un... En fait, j'ai été secrétaire générale d'un centre dramatique national en Bretagne, et j'étais aussi comédienne dans un certain nombre de spectacles, en fait, voilà, comédienne professionnelle. Ça, c'était après Mchedala, en fait, après le journalisme et avant la formation. D'accord. Donc bon, vous avez plusieurs casquettes ou plusieurs arcs, plusieurs archers, comment on dit, non, plusieurs flèches à votre arc. Voilà, des cordes, même des cordes. Même des cordes. On va y arriver, ça commence bien. Et donc on vous reçoit ce soir donc, pour La Kabylie en partage, qui raconte un peu votre histoire avec une ville, Mchedala, ex-Mayo, et puis surtout les rencontres que vous y avez faites, essentiellement dans le cercle féminin, mais pas seulement. Et la première chose qui est étonnante, c'est que, je ne sais pas, peut-être vous avez vous le chiffrage, mais il y a à l'intérieur de ce livre peut-être une trentaine, si ce n'est de portraits, en tout cas, d'éclairage sur la vie de femmes et d'hommes, ce qui suppose déjà avoir cette capacité à se lier, à avoir du relationnel, et puis surtout, parce que nous le verrons peut-être un peu, à toucher l'intime de certaines, et de beaucoup même de ces personnes. Vous êtes plutôt avenante et, comment dire, facile dans la relation, vous? Je suis formatrice en communication, alors si je n'étais pas facile dans la communication, oui. Ce serait... Mais effectivement, j'ai eu une grande facilité, en fait, à rentrer en relation d'abord avec les femmes, d'abord avec les filles, puisque dans mon livre, je parle de Racina, qui est la première élève qui m'a ouvert la porte, et je dois dire que parfois c'est difficile d'être une femme, mais là pour moi ça a été agréable d'être une femme française, parce que du coup je pouvais à la fois, j'étais enseignante, je pouvais aller dans le village travailler, ce que ne faisaient pas les femmes à l'époque, mais je pouvais aussi rentrer dans les maisons des femmes et dans leur intimité, ce que ne faisaient pas non plus les hommes, enfin voilà, ni mon mari, ni mes amis à l'époque. Oui. Alors juste maintenant pour replacer placer le contexte, nous sommes dans les années 70, et vous faites partie des coopérants qui sont allés travailler quelques années en Algérie avec votre mari qui est ici, que l'on salue. Non, et c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'était un premier mari. J'en ai que deux. Mais... non. Que deux. Voilà. Bon, alors donc, alors donc tout à l'heure, déjà quand je l'ai salué docteur, c'était pas bon. Non, il n'est pas docteur. Donc à l'époque, votre premier mari était docteur, coopérant ici en Algérie. Ouais. Et vous avez vous aussi enseigné à Mchedala, donc dans les années 70, ouais. Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert une société. Parce que pourquoi l'Algérie? Alors oui, ça c'est vraiment parce que mon mari, donc du moment, qui avait fini ses études de médecine, en fait, voulait faire son service militaire au titre de la coopération. Il avait demandé l'Afrique, voilà. Et puis c'est tombé sur Mchedala, c'est comme ça. Et donc moi, dès que j'ai su qu'il partait, j'étais pas coopérante, mais j'ai écrit partout, donc à Mchedala, parce qu'il y a un collège, il y avait un collège, un seul collège à l'époque, à Bouira, à Bougie, à Alger, partout, pour avoir un poste d'enseignante, parce que je me disais, il faut que je travaille. Je ne me voyais pas ne pas travailler. Et donc, personne ne m'a répondu. Mais quand je suis arrivée à Mchedala, que j'ai été voir le proviseur du collège, il m'attendait tout simplement. Il ne m'avait pas répondu parce qu'il savait que j'allais arriver avec mon mari coopérant. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai eu un poste de professeur d'enseignante de français au collège.
voilà, à Mauche de Mchedala. Alors, vous arrivez donc dans cette ville, au sein de cette société, de cette culture que vous ne connaissez pas, et comme je le disais tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez finalement, je reprends le mot de Tassalit Yassi qui est de la préface, nous permettre de dévoiler non seulement la situation des femmes de cette ville, qui habitent dans cette ville, mais aussi la situation de la ville, et vous faites une description sociologique très précise, très intime, de ce qu'est la vie, notamment pour ces femmes à cette époque à Mchedala. Oui, en même temps, sans que ce soit exhaustif, c'est quand même mon regard, moi, de femme, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je venais de Bretagne, j'ai découvert une culture que je ne connaissais pas du tout, qui m'a totalement passionnée, et puis cette ouverture, donc juste après, enfin, peu de temps après la guerre de libération, alors que toutes les arbres étaient napalmés autour, etc. Cet accueil chaleureux qu'on a eu, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Voilà. Et donc, du coup, je suis rentrée dans les maisons, et mes récits, en fait, portent sur les gens en fait, que j'ai rencontrés, une maison, puis une autre maison. C'est Assina, la première, qui m'a fait rentrer chez elle. J'étais invitée à un mariage, les femmes me parlaient. Assina qui avait 16 ans, qui était Elle avait 16 ans, c'était une de mes élèves, voilà. Et donc les autres élèves m'ont invitée aussi. Donc à chaque fois qu'on m'invitait, j'y allais, parce que ça m'intéressait. Et bon, ça les intéressait aussi de me voir, en fait, puisqu'elles ne sortaient pas, les femmes, sauf celles qui allaient à l'école. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré effectivement beaucoup de familles. Et bon, mais c'est de l'intérieur de ces familles que j'ai écrit. Par contre, c'est pas tout le monde dans nos villages, c'est au fur et à mesure de mes rencontres, en fait. Et du coup, comme je trouvais que c'était quelque chose de passionnant, en fait, j'écrivais, tous les soirs, je racontais. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'après, il y avait vraiment une dimension anthropologique, effectivement, à mes journaux, et qui disait quelque chose précisément de la vie des femmes, parce que je notais précisément ce qu'on me disait, ce que je voyais, ce que je vivais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est mon regard. Mon regard, mes échanges, mon interprétation aussi, sûrement, voilà. Oui, donc je pense que vous donnez un éclairage tout à fait précis et probablement qui correspond bien à la réalité de ce que vous avez vu, et votre regard est probablement juste. Mais un petit mot d'abord sur l'histoire du livre, parce que comme vous le dites, au départ, vous avez une vingtaine d'années. J'avais 22 ans. 22 ans, c'est ça. Hein. Donc je peux le dire, je ne me suis pas trompé là. Non, 22 ans. Et donc, c'est juste trompé de Paris. Pas d'âge. Et vous commencez donc à prendre des notes pour quelques 50 ans plus tard, effectivement, rédiger ce livre qui est à la fois le recueil de témoignages, la recension de ce que vous avez effectivement vu, mais qui est aussi une étude ethnographique, ethnologique, parce que pour le coup, pour faire ce travail, vous avez entrepris des études d'ethnologie par rapport à la suite. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas arrêté. C'est quelque chose, vraiment, ce séjour-là, qui n'a duré qu'1 an, a été marquant dans toute ma vie. Hein, parce que même en tant que formatrice, dès que j'ai pu travailler à l'international, bon ben voilà, j'ai Malika qui est là, a été une de mes stagiaires à Alger, etc. Donc, dès que j'ai pu, j'ai eu ce goût des autres cultures, donc l'Algérie, le Maroc, le Liban, mais aussi l'Égypte, etc. Voilà, ça a imprimé toute ma vie quelque part. Et puis la question des femmes aussi, bien sûr, que j'ai rencontrées. Alors, quand je suis rentrée, j'avais 23 ans. Bon, j'ai recommencé à travailler, enseigner, puis j'ai fait du journalisme et tout ça, mais toujours j'avais en tête ces témoignages. Et puis, c'est vrai que quand j'en parlais avec des amis, ils me disaient tous, tu devrais écrire quand même, c'est ce que tu as vécu, c'est particulier, parce qu'on t'a fait confiance, on t'a parlé, enfin, t'as vécu des choses fortes. Et donc, j'ai essayé d'écrire un roman, des nouvelles. Donc, j'ai pas lâché l'affaire pendant très très longtemps. Et puis, j'y arrivais pas, j'avais jamais le temps, voilà. Et je bougeais un peu partout. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré l'ethnologie, voilà, par le biais d'un un rédacteur en chef d'une revue qui m'a parlé de l'ethnologie, et d'un seul coup je me suis dit mais mon bouquin, enfin moi ce que j'ai écrit, il y a quand même une dimension ethnologique très importante. Alors j'ai refait des études,
Donc là, j'avais 30 et quelques, quoi. Hein. Donc à Paris 8, à l'école des hautes études après, etc. J'ai refait des études d'ethnologie, justement parce que d'un seul coup, j'ai vu la dimension ethnologique de ce que j'avais là, mon matériau. Et c'est Claudine Vassas qui, voilà, qui est vraiment, qui m'a accompagnée tout au long de ce travail. Elle m'a accompagnée 10 ans. Dans un travail de thèse, parce que tout en travaillant, tout ça, je revenais maintenant à Paris, dans les bistrots kabyles, les bistrots maillotins, pour rencontrer, j'ai retrouvé mes élèves, je suis repartie à Alger, enfin, j'ai repris contact avec les familles, longtemps après, j'ai retrouvé des amis qui avaient émigré, etc. Et puis, elle m'a dit, je veux bien diriger ta thèse, parce que ça m'intéresse vraiment ton travail. Et du coup, c'est là que je suis allée aussi dans les archives de Vincennes et puis d'Aix-en-Provence, et que j'ai trouvé toute une série de documents qui m'ont passionnée sur la création, en fait, du village de colonisation de Mayo, puisqu'on parle de Mchedala, mais les gens disaient toujours Mayo, et disent encore Mayo d'ailleurs. Et donc, j'ai trouvé ça passionnant, et donc j'ai fait tout un travail là. Et au bout de 10 ans, j'ai dit à Claudine, écoute, parce que sur la Kabylie, il y a tellement de gens qui ont écrit, à commencer par Bourdieu, Fabre-Sadam, moi je me suis dit, sur le plan théorique, là, il y a déjà tout de dit, il va me falloir travailler encore plus, etc. Et donc j'ai lâché, j'ai dit à Claudine, écoute, j'arrive pas. Et donc elle m'avait dit, mais tu sais, moi ça m'intéresse vraiment ton travail, le jour où tu veux écrire, tu me dis et je t'accompagne. Voilà. Et quelques années après, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais dit, tu m'accompagnes. Elle m'a dit, ok. Et c'est comme ça qu'elle m'a relancée en fait sur ce travail. Et du coup, c'est plus une thèse d'ethnologie, mais c'est un livre un peu hybride en fait, où finalement il y a quand même une dimension ethnologique, parce qu'il y a toute une première partie de mon livre sur l'histoire en fait de la création du centre de colonisation, comme un socle en fait pour les personnages après, voilà, que je mets en scène dans toute une série de récits qui sont des récits vrais, enfin en tout cas des récits correspondant à des choses que j'ai vues, vécues et entendues. Alors justement, avant d'aborder quelques portraits, la situation du cercle des femmes, etc. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Mayo, sur la ville? Parce que vous montrez, c'est pas un livre spécifiquement sur l'enfermement, j'allais dire, que vivent les femmes en Kabyle dans cette ville. C'est ça, bien sûr, et vous décrivez des choses absolument terribles, souvent, et puis un quotidien d'enfermement, de claustration, voire de violence. Hein. Donc ça l'est, mais vous montrez aussi que vous décrivez aussi une situation sociale, sociologique, relationnelle, psychologique, terrible pour une génération, en tout cas, d'hommes et de femmes qui cherchent à s'émanciper. Mais ce que vous montrez, c'est qu'effectivement, c'est une société, la société de Mayo, particulièrement rigoriste, particulièrement dure. Est-ce qu'il y a, dans ce premier chapitre avec lequel vous ouvrez le livre, une explication historique, sociologique, une situation de carrefour, etc., qui pourrait expliquer cette fermeture, finalement, de cette population? Oui, ça parce que j'ai beaucoup d'amis kabyles, il y en a qui sont là, et en fait, effectivement, elles ne vivent pas les mêmes choses, ou elles n'ont pas vécu les mêmes choses. Je crois qu'on ne peut pas dire les kabyles c'est comme ça, les femmes kabyles c'est comme ça. Il y a vraiment, voilà, des situations diverses. Et c'est vrai que Mayo, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, a été un village de colonisation. Et il y a un construit colonial qui fait que c'est pas du tout voilà ce qui se passe dans le hameau qui est juste au-dessus, qui a donné naissance à la fraction des Oulet Brahim. Dans ce hameau, les femmes, elles circulaient, elles allaient à la fontaine, comme toi tu as pu me connaître, Malika. Enfin, alors qu'à Mayo, je pense que du fait que c'était un village donc pour des colons, et où des colons habitaient, eh bien, les peu de femmes qui étaient là, qui sont arrivées plus, etc., ont pris cette habitude. Enfin, en tout cas, on ne les a pas laissés sortir parce qu'il y avait des étrangers, en fait, tout simplement. Et quelque part, dans les années 70, c'était peu après quand même la libération, eh bien, personne dans le village, et les gens le disaient, hein, personne dans le village, aucun homme, en fait, n'a pris l'initiative de dire maintenant ça suffit, les femmes, on les libère quelque part. Voilà. Tout le monde a continué à maintenir les femmes enfermées, et comme tout le monde regarde tout le monde, c'était particulièrement cloîtré, en fait. Voilà. Et je pense que c'est lié, effectivement, à cette histoire-là.
Il a cette spécificité-là, ouais. Oui, c'est ça. Parce que comme je crois qu'il y a au moins 2 témoignages dans votre livre de jeunes femmes à l'époque, de jeunes filles qui disent ben, au village on est beaucoup plus libre, on ne veut pas rester enfermé à Maillot, c'est l'enfer. Oui, donc, oui, voilà. tout à fait. Donc, ça montre effectivement la relativité des choses, oui. les dynamiques sociales, les dynamiques historiques en l'occurrence, qui peuvent expliquer une situation. Et celle qui disait ça, justement, c'était une de mes élèves aussi, oui. qui était voilà, de la région de Délices, et elle disait, mais ici c'est arriéré, chez moi c'est pas comme ça, etc. Donc elle était enfermée avec sa mère et sa sœur, c'était des couturières, quand elles étaient à Maillot, et puis quand elles allaient chez leurs oncles, elles sortaient. Et voilà. Et elles étaient en même temps, pour les gens de Maillot, considérées comme des étrangères aussi. Hein. Donc il y avait vraiment voilà, cette spécificité. En même temps, comme c'est un village de colonisation, il y a eu aussi des gens qui sont venus d'un peu partout. Il y avait des tribus voilà, des Méchés d'Allah, la faction la plus importante c'était Ouled Brahim, mais il y a des gens qui sont venus aussi, il y a eu voilà, tout un croisement de population, voilà, avec toujours ces distinctions. Si je viens de Béni-Douala, je suis un étranger, pourtant je suis kabyle, mais par rapport à Maillot, je suis un étranger. Alors moins que moi qui étais française bien sûr, mais néanmoins. D'ailleurs vous avez dit que vous preniez des notes, mais que vous avez pas mal voyagé. Mais vous avez pris des notes qu'en Kabylie, ou dans vos voyages successifs au Liban, au Maroc, etc., vous avez aussi pris des notes ou pas? Ou c'était pas du tout les mêmes circonstances? Moi, je l'ai fait un peu, mais en tout cas, j'ai pas rédigé. Non, là, ça a été une aventure très forte et très longue. Et puis, encore une fois, j'ai des milliers de pages quand même hein, que j'ai écrites, parce que tous les soirs, j'écrivais. Ce que je vivais en tant qu'enseignante, ce que je vivais en tant que femme, ce que je vivais dehors, dedans. Il y avait plein de choses, en fait, qui se passaient. Et puis, ouais, cette chance que j'ai eue, qu'on m'ait accueillie comme ça partout, en fait. Alors, donc, vous découvrez le cercle des femmes, on va appeler ça comme ça, au sens large, hein. Les parents, les grands-parents, vos élèves qui sont adolescentes. Et vous dites, à propos de ce cercle, vous dites, si je connaissais les tensions, les conflits et les drames au sein de la communauté des femmes, c'est pas le cercle, vous parlez de communauté des femmes, je n'en appréciais pas moins la force de vie qui l'animait. Et on a vraiment cette lecture à travers votre livre, à la fois vous montrez les tensions, les jalousies, les racontars, etc., et puis aussi ce cercle de vie qui fait que lorsque la communauté de femmes est entre elles, il se passe autre chose que... La vie est là, quoi. Ah oui, j'ai nuancé complètement les choses, parce que moi je suis bretonne, et donc en Bretagne, il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, enfin bon, c'était... on faisait attention à ce qu'on disait, etc. Je suis arrivée en Kabylie, j'avais l'impression que tout le monde hurlait parce que je ne comprenais pas le kabyle, j'en parle fort, tout ça. Et puis, moi, j'étais pas habituée à ça du tout. Chez moi, en Bretagne, chez mon grand-père, c'était pas comme ça. Et en outre, il y avait vraiment des moments, je voyais les femmes joyeuses danser. Forcément, quand elles se retrouvaient, elles étaient pleines de vie, mais même dans le quotidien, dans les maisons. Et c'est quelque chose qui m'a tout à fait étonnée, parce que tout était énorme. Moi, jamais c'était aussi génial que ça, parce que tout était retenu. Là, rien n'était retenu, il y avait une ambiance extraordinaire. Sauf que la fois d'après, quand j'arrivais, c'était la haine, les disputes au couteau, enfin couteau j'exagère, hein, non, mais il y avait comme ça cette violence et jalousie, je ne comprenais pas. Puis la fois d'après je revenais et à nouveau il y avait cette solidarité des femmes. Au final il y avait des rivalités entre les plus jeunes, les plus vieilles, les étrangères et tout ça, mais en même temps cette solidarité, moi j'ai jamais... c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai une amie, s'appelle Assina Amaili, qui elle est de Sidi Aïch. Je me souviens, un jour, j'étais à Alger avec elle, parce que j'ai bossé pour elle, et on était chez Yasmina Orida, ses amis, et il y avait du monde comme partout et tout ça, et c'était joyeux. Et donc on en parlait, et elle me dit, tu vois Dominique, en France, ça me manque terriblement cette ambiance des femmes et des hommes même entre eux, cette force de vie, cette intimité, la rigolade, la plaisanterie, etc. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça en Kabylie et que ça m'a étonné beaucoup, quoi. Voilà. À côté de cela, il y a le quotidien qui, lui, n'est pas rose. Ah ben non. C'est ce que vous décrivez à travers un certain nombre de témoignages, de portraits, de situations. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes invité à un repas, si l'homme de la maison est là, c'est déjà moins drôle, par exemple.
Ben oui, j'ai vécu quand même une expérience particulière. J'étais invitée donc chez une de mes autres élèves à Mayoga, et toutes les femmes étaient autour de moi. C'était une ambiance extraordinaire. Le canoun par terre, on faisait des beignets, etc. On parlait. Toutes les femmes, vieilles, jeunes, étaient là. Et puis, bon, l'homme de la maison arrive et hop, là, d'un seul coup, tout devient un peu différent. Donc, il prend la main sur moi, il me montre le jardin, etc. Et puis après, les femmes me disent, Dominique, tu restes manger. Alors, je dis, bah non, parce que j'avais mon mari, l'autre, le médecin. Je dis, non, il m'attend, je peux pas rester manger comme ça et tout. Bon, alors, il y a eu palabre, non, bah écoute, si tu veux, tu manges avec nous, puis on te donne le repas après dans un papier, puis tu le lui montes et tout ça. Et puis finalement, elles ont fini par me dire, bah, t'as qu'à aller le chercher, puis viens manger avec nous. Et là, j'aurais jamais dû, quoi, parce que d'un seul coup, alors qu'il y avait une ambiance très libre avec moi, quelque part, comme mon mari était là, en plus médecin, d'un seul coup, ploup, il n'y a plus rien eu qui s'est passé, tout le monde était complètement raide, et on a regardé la télé en mangeant en 5 minutes, ou à peu près, un très bon repas, et on est reparti. C'était plus du tout la même chose. Donc moi j'aimais mieux être sans les hommes, effectivement, dans l'ambiance des femmes, parce que là elles parlaient, là il y avait une intimité qui était, que j'appréciais énormément, bien sûr. Oui, d'ailleurs, vous dites bon repas, il faut quand même dire, on n'en parlera peut-être pas là ce soir, mais dans ce livre, vous décrivez de nombreuses scènes qui sont des scènes kabyles, que ce soit la cueillette des olives, le mariage, qui n'est pas toujours drôle, notamment la nuit de noces, etc. Vous décrivez aussi beaucoup de plats, de cuisine, et vous avez même appris apparemment à rouler la semoule, le couscous, hein, d'accord, voilà. Donc tout ça, c'est présent dans ce livre. On a une restitution de certaines scènes importantes de la vie kabyle. Et maintenant, on va peut-être, pour nous donner un peu une idée de ce quotidien, aborder 2-3 portraits. On ne va pas tous les faire. Il y a une trentaine de personnages, je pense, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Voilà, on va commencer par la première, celle effectivement chez qui vous êtes d'abord allé, qui vous a invité chez elle, qui est Hassina, qui avait 16 ans à l'époque. Voilà. Donc c'est vrai que pour préserver quand même les personnes, en fait, j'ai changé tous les noms. Donc elle ne s'appelait pas Hassina réellement. J'ai changé tous les noms et prénoms en fait de mes interlocuteurs. Mais Hassina, elle, je suis toujours en lien avec elle. Donc c'est effectivement mon personnage central, je dirais. Celle qui m'a invitée la première chez elle, qui m'a permis d'aller à mon premier mariage aussi. Et je l'ai revue après, puisque elle a quand même un destin très particulier. C'était une fille extraordinairement déterminée. D'ailleurs, elle me disait qu'à l'école, comme elle ne voulait pas qu'on la retire de l'école, parce que dès qu'il y avait une mauvaise note, les filles, on les retirait de l'école, ou bien qu'il y avait une rumeur autour d'elle également. Donc elle se blindait complètement et elle ne parlait pas aux garçons, elle bossait parce qu'elle voulait faire des études, elle voulait être médecin. Et elle ne peut pas prêter le flanc à la moindre critique qui pourrait effectivement la condamner. Absolument. Et d'ailleurs, elle critiquait, elle était mal vue d'ailleurs par ses collègues, elle les critiquait parce que justement, elle blaguait, elle parlait avec les garçons, etc. Donc, en fait, elle a fait des études, mais ça a été très dur parce que sa mère a fait un chantage à un moment donné, donc elle a eu le bac, et pour poursuivre ses études à Alger, sa mère lui a dit, voilà, maintenant tu te maries. Donc elle avait déjà en fait refusé des tas de propositions de mariage, puisqu'elle voulait faire ses études, elle ne voulait pas se marier. Et à un moment donné, sa mère lui a dit, tu n'iras à Alger que si tu te maries. Voilà. Et donc elle a tenu bon au début, puis elle a vu l'été passer, et puis qu'il ne se passait rien, que sa mère n'allait pas céder. Donc elle a fini par dire, bon d'accord, alors puis n'importe qui, le premier qui vient, je m'en fiche. Voilà. Et le premier qui est venu, donc elle a accepté de l'épouser. Mais alors elle se méfiait parce que beaucoup d'hommes disaient tu verras, tu pourras continuer tes études, et puis d'expérience elle voyait que c'était pas vrai, que dès qu'elles étaient mariées, elles avaient un enfant et que après les études s'étaient terminées en fait. J'en ai vu beaucoup comme ça. Donc elle a réussi à discuter avec son futur mari qui lui a fait la promesse qu'elle ferait ses études et qui a tenu la promesse. C'est-à-dire qu'en fait elle a eu 2 filles qui était à Mchedala, donc dans sa belle famille, pendant qu'elle allait à Alger continuer ses études. Elle est devenue prof, ça a été très dur évidemment, il y a quand même eu des pressions, ça n'a pas été si simple que ça.
Mais elle est devenue enseignante, elle a eu l'équivalent du CAPES, donc voilà, elle enseignait. Alors elle me disait en même temps, à Maillot t'enseignais, mais je passais par des chemins détournés pour aller au lycée, je passais pas dans la ville, j'allais pas à la banque, je faisais pas mes courses, mais voilà. Et puis à la maison, j'avais quelque part tout le boulot d'une femme aussi. Mais néanmoins, voilà, elle était enseignante. Et puis elle a eu 2 autres enfants, et il y a eu pression de son mari, parce que en fait son mari vivait un peu mal que sa femme soit si libre. Elle avait une voiture, elle partait à la plage avec ses filles, etc. Bon bref, il y a eu une pression qui s'est exercée pour qu'il puisse émigrer. Et de fait, elle a fini par accepter de partir en Espagne. Donc là, on l'a vu, nous, elle est venue donc, chez mon mari actuel, et moi, à Toulouse. Et donc je l'ai vue à ce moment-là, juste avant qu'elle n'émigre vers l'Espagne. Elle a accepté ça, mais du coup, elle a perdu énormément. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pu partir avec ses 2 jeunes enfants, qui étaient mineurs, mais les 2 filles aînées, elles sont restées au bled parce qu'elle n'a pas pu avoir de visa pour elles. Elle a passé son temps à essayer de les faire venir, ça a duré des années, et c'est bien après leur mariage qu'elle a réussi à les faire venir en Espagne. Et donc Michel et moi, on a passé une petite semaine chez eux à Torrevieja il y a 2 ans, et elle a maintenant toute sa famille autour d'elle. Mais elle a perdu aussi son boulot d'enseignante. Elle est devenue ouvrière agricole, elle est restée ouvrière agricole, sans promotion, sans rien du tout, tout le reste de sa vie, quoi. Elle se plaint pas du tout, elle dit voilà, c'est le mektoub, c'est comme ça. Elle est remarquablement forte, mais bon, ça a été un choix, c'est pour ça que j'appelle Hassina la déchirure, parce qu'elle a été déchirée dans tout en fait finalement. Elle s'est mariée, mais c'est pas un mariage d'amour, elle a eu un boulot, mais elle a dû y renoncer alors que c'était une intellectuelle, et ses enfants, elle en a eu la moitié avec elle, et l'autre moitié qui est restée chez les parents, quoi. C'était très dur en fait. Oui, il faut dire que le ton du livre et le ton des témoignages, et sans doute ça traduit la réalité, c'est que malgré parfois les drames très violents que vous décrivez, que subissent certaines femmes, ce n'est jamais la moyenne. C'est toujours dans une forme de résistance, y compris. Tout à fait. Toutes les femmes sont remarquables de courage, et tout à fait, oui. Et Hassina, elle est drôle parce que j'ai relu tout mon livre avec elle. Je dis, écoute, il va être publié, et donc je voudrais que tu me dises des années après si tu retrouves vraiment dans ce que j'ai écrit, si tu te retrouves, si tu me retrouves, si tu retrouves. Elle a tout lu et elle m'a dit, ouais, j'assume complètement tout, voilà. Et d'une manière générale, elle m'a dit, je n'ai pas de regrets. J'ai fait ça, c'est comme ça, c'est passé comme ça, c'est ma vie. Et jamais elle se plaint, alors que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup physiquement, qui a été beaucoup détruite physiquement par un travail dur quand même, et saisonnier. Mais jamais, non, jamais elle ne se plaint. Elle a toujours une énergie, elle s'occupe maintenant de ses enfants, ses petits-enfants, et elle continue à travailler. Parce qu'elle est loin de la retraite, parce que, en fait, en Espagne, la vie est très difficile, voilà, pour eux, sur le plan des salariés qui sont, quoi. Oui. Comme malheureusement beaucoup de trajectoires migratoires, l'exil est souvent un déclassement, et ici ça se vérifie encore une fois. 2 choses par rapport à Hassina, et de ce que vous dites, qui est aussi assez symptomatique d'autres expériences, c'est le premier combat, c'est l'école. L'école, oui. C'est censé être, on verra peut-être plus tard pour l'exil et l'immigration, mais l'école, c'est la première porte vers une inspiration à une émancipation. Oui, tout à fait. Et le deuxième aspect qui est aussi présent chez d'autres histoires, c'est souvent le rôle de la mère comme gardienne du temple. Oui, la mère comme gardienne du temple, et puis après les belles-mères quand même, qui ont une part très importante. Ouais. J'ai été très étonnée de ça, du pouvoir des belles-mères et de... Parce ce qui m'a étonnée, moi, c'est de me dire, ces femmes qui sont des belles-mères, elles ont souffert elles-mêmes, elles ont été parfois mariées de force à des cousins, etc. Et je me dis, elles devraient avoir en fait justement en fait cette envie d'aider les plus jeunes à pas vivre ce qu'elles-mêmes ont vécu en fait, puisque je voyais souvent, pas tout le temps heureusement, mais ce que je voyais souvent, c'était qu'au contraire, elles s'empressaient de faire des enfants, d'avoir un garçon, de le marier le plus vite possible pour avoir une belle fille, et de reproduire exactement avec l'aîné et la belle-fille ce dont elles avaient souffert. Et ça, j'avais du mal à le comprendre. Il n'y a qu'une personne qui m'a parlé différemment de sa belle-mère, Madame Bellala, c'était la française,
Elle dit, moi, ma belle-mère, elle a été extraordinaire. Elle m'a accueillie, elle m'a respectée, enfin voilà. Et je n'ai rien à dire contre ma belle-mère. Mais c'était quand même souvent très dur hein, pour les belles filles. Ouais. Et l'école? Et l'école, alors, quand j'arrivais, moi j'avais des classes de 5e et des classes de 3e. Donc, plus on montait dans les classes, et moins il y avait de filles. Donc j'avais des classes, j'avais peut-être 11-12 filles sur 50 élèves dans les classes de 5e. J'en avais à peu près une dizaine, oui, dans une classe de 3e, celle de Hassina. Mais j'avais une classe où j'avais que 60 garçons, mais que des garçons en fait, hein, voilà. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, j'en ai vu plein. Les sœurs de mes élèves, elles disaient, moi, j'avais pas de bonnes notes, alors bon, je suis partie. Ou bien, il y avait eu des rumeurs sur elles, donc on les avait retirées. Et il n'en restait pas beaucoup, finalement. Moi, c'était la classe qui préparait le BEPC, le BEM, donc. Le BEPC, elles étaient très minoritaires. Alors, une autre... c'est vraiment purement subjectif, hein. Mais je voudrais que vous me disiez 2 mots sur Saliha, l'infirmière. Ouais, l'infirmière. Oui, ou aide-soignante ou infirmière. Qui était considérée comme... Qui était une étrangère, puisque... Elle venait de Sétif, ouais. Elle en a bavé, c'est certain. Mais elle aussi, elle a été remarquable, en fait, hein, de force. Elle, comment dire... Par rapport aux infirmières, elle était dans un dispensaire, donc c'était déjà un endroit assez isolé. Elle avait un mari qui était policier à Alger, donc beaucoup de femmes vivaient ça en fait. Hein, et qui n'arrivaient pas à Alger, c'était très difficile de trouver un logement. Donc en fait, souvent les hommes vivaient seuls à Alger, les femmes ailleurs dans les familles. Donc elle était dans un dispensaire parce qu'elle avait un métier. Et elle a eu des filles, donc 3 filles, avec une belle-mère qui a été vraiment dure, mais un mari qui l'a protégée comme quelque part. Sauf qu'à un moment donné, enfin dans le récit, ça s'explique, il perd patience parce qu'il n'a pas de garçon. Et quelque part, il revient de moins en moins souvent au dispensaire, il reste de plus en plus à Alger. En fait, il l'abandonne un petit peu, quoi, et elle est très très inquiète. Et puis elle continue quand même à travailler, elle se forme même avec des collègues qui sont là, à être sage-femme, etc. Elle veut vraiment, elle est très persévérante, elle m'a raconté elle toutes ces histoires de mariage et tout ça. Et puis ce qui est un peu triste quelque part, c'est que elle voulait pas avoir d'autres enfants, elle voulait continuer à travailler, etc. Et puis à un moment donné, son mari a balancé toutes ses pilules, etc. S'est retrouvée enceinte. Et puis voilà, elle était là en train de se dire, je vais avoir un garçon, je vais arrêter de travailler, etc. Et je me disais, zut, quoi. Elle a tenu bon tout ce temps-là, et puis finalement, à un moment donné, elle aussi, elle va être prise par la pression, en fait, hein, des hommes, des belles-mères, etc., sur les femmes, quoi, pour qu'elle arrête de travailler, qu'elle s'occupe de ses enfants, etc. Et elle a une particularité aussi, c'est que c'est la seule femme qui est acceptée de venir chez vous oui. À l'époque. Hein. Oui. Oui, parce que j'avais des amis enseignants qui venaient chez moi. Bon, il y avait des rumeurs autour de nous, mais bon, mon mari s'en fichait, et de toute façon, les gens se sont habitués, donc voilà. Et par contre, de femmes, il n'y en avait pas du tout. Voilà. Et elle est venue, ouais, je l'ai invitée un jour, elle est venue. Bon, quand mon mari a été là, elle n'a pas été très à l'aise, donc il est reparti très vite à l'hôpital, qui était juste à côté. Mais son mari a accepté, à condition que je vienne la chercher, que je la ramène, et que ce soit entre 3h et 5h. Et donc effectivement, elle est venue chez moi. Et ça avait créé quelque chose d'ailleurs, parce que j'étais très observée tout le temps, parce qu'on avait un petit logement de fonction à côté de l'hôpital, et en permanence, il y avait des hommes qui étaient là pour regarder les infirmières passer, pour regarder ce qui se passait. Bon, moi, ils s'étaient habitués à mes allées-venues. Au début, ça a été un scandale, mais après, ils étaient habitués. J'étais une Française de toute façon. Mais là, effectivement, quand elle est arrivée, ça a été un petit moment d'émotion. Ils n'avaient vu aucune femme rentrer chez moi. Ouais. Tout à fait. Parce que, en revanche, avec votre voiture, vous déposiez souvent les unes ou les autres ici ou là. Oui. Voilà. Oui, mais ça aussi, ça n'a pas été non plus automatique. C'est-à-dire que, surtout quand je suis arrivée au collège, on était une trentaine d'enseignants, j'étais la seule femme. En plus, j'avais 22 ans. Voilà. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. D'ailleurs, le directeur m'avait dit, de toute façon,
vous tiendrez pas la route. J'avais dit si. Et puis de toute façon, il va falloir battre vos élèves. Et j'avais dit, écoutez, là, moi j'ai enseigné en France, j'ai jamais battu mes élèves, je vais pas commencer à battre mes élèves en Kabylie. Et il m'avait dit, vous tiendrez pas la route. Et donc personne bougeait. Donc quand j'arrivais, en fait, avec ma voiture, j'allais pas à pied, avec ma voiture, c'était une huée, enfin tous les gamins arrivaient, les garçons, en hurlant autour de ma voiture. Ça, au début, ça m'a quand même un peu impressionné. Donc je sortais, ils continuaient à aller vers moi. Et ça a duré comme ça, je dirais une semaine ou deux à peu près, où à chaque fois que j'allais quelque part, ils m'encerclaient, on hurlait. Voilà. Et dès que je disais bonjour à un collègue, c'était pire que tout. Bon, j'avais refusé de passer par l'escalier des filles pour passer par l'escalier central normal, donc tout ça a été très... voilà, ça a beaucoup étonné, mais je dois dire que j'ai tenu bon, et que même si le directeur m'a interpellé plusieurs fois en disant on dit de vous que ceci, il y a des coureurs de jupons, vous ne devriez pas voir, machin, etc. Au bout d'un moment, les gens se sont habitués. Et puis, voilà, j'ai fait partie du paysage quelque part. Hein. J'étais là française, mais j'étais... Française, mais bretonne qui a tenu tête. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, oui. On va un dernier portrait, s'il vous plaît, c'est celui, là, pour le coup, d'un couple. C'est celui de Miyasa avec Messaoud, c'est ça? Oui, oui. Alors là, ouais. bon, on verra tout à l'heure, peut-être si on a le temps, des figures positives masculines, donc Messaoud, et ce couple qu'il forme avec Miyasa. Oui, donc Messaoud, c'était un collègue, lui, il a été vraiment sympa, mais il était considéré à l'époque comme étranger parce qu'il était de l'autre côté de la Kabylie. Voilà. Donc c'était un étranger à Mayo, donc mal vu. Et donc, comme moi j'étais étrangère aussi, en fait, il s'est rapproché de moi, il m'a aidé beaucoup. Lui, il avait des classes d'arabisant et moi des classes de francisant, mais il parlait fort bien le français. Et donc, il m'a aidé voilà, dans mes premiers temps d'enseignante, hein, parce que moi j'avais d'expérience d'enseignante qu'en France et qu'en Bretagne. Et en fait, il m'avait jamais parlé de sa fiancée. Par contre, je connaissais toute sa famille. J'allais chez lui, il avait un logement de fonction, il avait sa vieille mère dont il s'occupait, ses sœurs, toute une palanquée de sœurs, parce qu'il était orphelin. Et donc il avait pris en charge complètement sa famille, et c'est ça qui a sauvé Miyasa quelque part. Des deux côtés, ils étaient orphelins de père, et donc de deux côtés, il y a eu un frère aîné, donc Messaoud dans un cas, et puis le frère aîné de Miyasa aussi, qui les ont quelque part, qui ont permis, l'un à sa fiancée et à ses sœurs, l'autre à sa sœur, en fait, de braver une rumeur qui aurait pu la broyer complètement, en fait, parce que Miyasa, très jolie fille, en fait, avait été victime d'une rumeur de viol. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un enseignant, un surveillant, qui voulait se venger d'un chef, et donc qui avait fait circuler une fausse information disant que, en fait, il y avait un surveillant qui avait violé Miyasa, en fait, ce qui était faux, mais il avait fait témoigner d'autres surveillants, et même de mes élèves, en fait, de troisième, qui me l'ont dit après. C'est comme ça que je l'ai su. Et donc ça a été évidemment un vacarme épouvantable, à Mayo, tous les hommes, voilà, il y a eu pression pour que Miyasa aille plus à l'école, et tous les hommes disaient, ben voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce collège, en fait, les filles se font violer, enfin ça a été un truc absolument épouvantable, mais elle n'a pas été retirée de l'école parce que son frère, justement, a insisté pour qu'elle continue ses études. Et du côté de Messaoud, lui-même, il a aidé, donc c'était une élève à lui, qui était sa fiancée, et il a aidé également. Tous les deux sont devenus enseignants, ils ont enseigné longtemps dans la région de Tizi Ouzou, et après, au moment de la décennie noire, ils sont arrivés en France, ils sont maintenant en France, hein, je les vois aussi. Voilà. Mais ça a été quand même un événement qui a été à la fois très violent, mais en même temps, là, il y a eu des attitudes de frères qui ont été très bienveillants, en fait, à l'égard de leur sœur et d'une fiancée, ce qui a permis à Miyasa qui m'a raconté sa révolte, comment elle avait trouvé que c'était injuste, mais ça lui a permis de devenir forte encore plus, et elle est restée, elle l'est toujours. Et d'ailleurs, c'est d'elle que vient l'initiative de partir en France? Oui. C'est elle qui a décidé, oui, elle m'a raconté ça, elle était drôle parce qu'elle me racontait comment elle arrivait à manipuler en fait Messaoud pour arriver à ses fins. C'est elle qui a insisté énormément, et elle a eu gain de cause aussi. Ouais, elle était drôle parce que ils ont tenu un bistrot
Voilà, eux aussi, hein, ça a été dur. Finalement, ils ont fini par être... Elle a travaillé comme aide assistante scolaire, mais ils ont perdu aussi. Hein, ils étaient profs tous les deux. Hein, voilà. Mais elle me disait, dès qu'il allait faire les grillades et tout ça, tu sais, ici, c'est mieux parce qu'il m'aime plus, parce qu'il a peur de me perdre, alors que là-bas, c'était pas comme ça. Donc, elle était maligne, en fait. Elle arrivait à le... Elle arrivait à ses fins, quelque part. C'était pas simple, hein, c'était pas facile, mais bon. Ce n'est pas exceptionnel, vous savez. Alors, très souvent, on se rend compte que bon, l'école a été un moment important, fort dans le processus d'émancipation, de quête de liberté. On a l'impression aussi que l'émigration, l'exil l'est aussi. Les quelques personnages ou témoins qui semblent plus heureux, plus heureuses en l'occurrence, ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont quitté Mayo, qui sont soit dans le grand sud algérien, soit à Alger, soit bien sûr en France. Après, je ne suis pas retournée à Mayo depuis longtemps. Et la dernière fois, c'est 2005, c'est ça ou après? Oui, 2005, voilà. Et donc, je ne sais pas comment les gens vivent. En 2005, pour vous, ça n'avait pas trop changé, a priori? Bah, à 2005, non, parce que moi, j'ai été donc, dans la maison, donc Assina a été en Espagne, mais elle s'est arrangée pour que je sois accueillie par ses parents, et j'ai rencontré ses filles qui étaient adolescentes. Donc, ce qu'elles vivaient était très dur, elles étaient doublement enfermées. Évidemment, elles étaient sous les yeux dans le village, sous les yeux de tous les villageois. Si rien n'avait changé? Non, c'est ça où moi on m'avait dit, tu sais, tu vas voir, les femmes, elles sortent, etc. Mais en fait, non, comme je disais, elles contournaient le village, etc. C'est plus vrai maintenant. Mais à l'époque, c'était comme ça. Elles travaillaient certes, mais voilà, c'était pas sous les yeux, en tout cas des villageois, et elles n'étaient pas libres. Et quand elles ont profité de moi, les deux filles de Assina, effectivement, parce que j'étais invitée à droite à gauche, elles venaient avec moi, et je leur disais, mais c'est super, votre tante, là, elle est chouette, vous pourriez y aller. Elles me disaient, mais non, on est là parce qu'on est avec toi, parce que autrement, eh ben, c'est pas, voilà, les maris ne sont pas de notre parenté, de notre lignée à nous, donc nous, on peut pas, parce que tu es là, on y va, mais autrement, non, on peut pas. Même chez leur tante, en fait, quelque part, parce qu'il y avait, voilà, des mariages avec des étrangers, et c'était pas des gens de la famille, donc elles pouvaient pas, elles étaient vraiment coincées. Ce qui fait qu'elles attendaient d'être l'une à Alger et l'autre à, je sais plus où, Gigel, je crois, non, enfin, elles attendaient d'être en pension pour enfin se libérer, quoi, voilà, pour partir de chez leurs grands-parents qui les enfermaient complètement. Ils étaient gentils pour autant, c'est pas un sujet, mais ils les enfermaient, quoi. Oui, c'était gentil, mais je me rappelle la phrase que prononce Hassina quand sa mère effectivement se met à pleurer parce qu'elle décide de partir, en France, mais en l'occurrence en Espagne, et elle lui dit t'es-tu jamais soucié de ma liberté? C'est vrai. C'est terrible, quoi. C'est sa mère lui dit alors qu'il va s'occuper de moi maintenant, ouais, alors qu'elle s'en occupait tout le temps. Et elle lui dit oui, toi maman, quand est-ce que tu t'es souciée de savoir si j'étais heureuse? Et c'était étonnant parce que Assina, je ne comprenais pas qu'elle ne déteste pas sa mère en fait. C'est-à-dire, sa mère lui a fait tellement de mal en l'obligeant à se marier, elle s'en est occupée jusqu'à la fin et elle a été malheureuse. Elle est morte, là, elle l'a pas revue, elle est morte à 101 ans. À Amchedala, et à cause du Covid, elle n'a pas pu y aller, puisqu'elle allait quand même tous les ans voir ses parents plusieurs fois, dès que c'était plus les saisons de légumes et de salades, elle allait à Amchedala pour aller voir, s'occuper de ses parents. Son père est mort plus tôt, et puis la mère était toujours vivante. Et là, elle ne pouvait pas. Et elle a été hyper malheureuse quand sa mère est morte, sans qu'elle ait pu la revoir, donc de 3 ans. Et elle ne lui en voulait pas en même temps, alors que moi je trouvais qu'elle avait été d'une cruauté totale. Ouais. Mais non. Et c'était sa mère, elle s'en occupait. D'ailleurs, vous montrez aussi une chose importante, c'est qu'on lit tout au long du bouquin des horreurs, des choses difficiles à vivre, des choses dont on voudrait de plus entendre parler lorsqu'on arrive à s'en émanciper. Mais le lien reste, y compris une fois qu'on a quitté le village, qu'on a quitté l'Algérie, le lien reste fort et le besoin de retourner, c'est comme un paradis perdu, alors que vous décrivez l'enfer. Tout à fait. Et en même temps, moi je me souviens, Taïeb par exemple, avec qui je discutais à un mariage, il disait en fait, les gens qui ont émigré, qui reviennent, ils ne nous aident pas. Parce que eux, quand ils arrivent, donc ils parlent de leur vie et tout ça, c'est génial et tout, mais en fait, ça leur fait rien du tout. Ils rentrent dans les maisons et eux, ils revivent leur tradition. Et comme ils savent que c'est juste un moment à Mayo, et qu'après ils vont retourner dans leur vie libre, du coup, en fait,
ils se plient eux-mêmes quelque part à la règle, et bah, voilà, ils répètent les traditions, etc. Alors qu'ils pourraient nous aider, vu qu'ils vivent autrement, ils pourraient nous aider quand même justement à sortir de tout ça. Et ils ne le font pas. Juste, je passe, il y avait une question sur deux vraies étrangères pour le coup, Ursula, une épouse allemande, et puis Madame Bellala qui est française, qui elle a fait sa vie en Algérie pendant 20 ans et qui pratiquement du jour au lendemain est partie et a coupé tous les ponts. En lisant le livre, vous saurez peut-être pourquoi. Juste deux autres questions avant de donner la parole à la salle. La première, parce que vous montrez aussi, c'est sur les années 70, et il y a deux choses que vous décrivez et dont vous donnez un aperçu intéressant. C'est le système de santé en Algérie, la question de l'hôpital, comment l'hôpital est utilisé ou pas utilisé par les habitants de la ville, et bien entendu l'enseignement, ça c'est votre expérience directe, avec le début de l'islamisation et de l'arabisation avec les professeurs ou pseudo-professeurs qui débarquaient d'Égypte ou de Syrie. Alors sur l'hôpital déjà. Alors c'était un tout petit hôpital très vétuste, et je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez je vous dis sur l'hôpital. Déjà les pathologies des femmes qui venaient traduisaient leur quotidien. En fait, les femmes qui venaient souvent au dispensaire et à l'hôpital, souvent c'est des femmes qui voulaient sortir en fait. Voilà, notamment les vieilles, parce que les vieilles, elles avaient plus de liberté quand même quelque part. Et c'est vrai, dans les salles d'attente des dispensaires, par exemple, c'était incroyable. Elles amenaient des poules, elles échangeaient des trucs, elles faisaient voilà, des prévisions de mariage et ça. C'était la sortie en fait quelque part. Et elles venaient là, dans l'espoir aussi qu'on les hospitalise, pour pouvoir voilà, vivre autre chose, sortir de leur quotidien. Les hommes, souvent, ils avaient des pathologies, comment dire, ils faisaient des crises, on disait il a les nerfs, etc. Mais parce que c'était des tensions énormes quand même qui vivaient tous, et parfois il y avait des crises de convulsions, des choses comme ça en fait, qu'on n'arrivait pas à identifier, mais qui étaient vraiment d'ordre psychologique quelque part. Et vous montrez aussi effectivement que certains maris ou certains pères refusaient les soins à leurs filles ou à leurs femmes. Ouais, il y a des petits-enfants qu'on a laissé mourir, des filles, parce que refus de les hospitaliser parce que c'était des filles. Et les garçons, on les hospitalisait, ouais, bien sûr. Ouais, il y a eu des choses comme ça qui étaient... on voyait nous arriver des montagnes, en fait, des gamines avec des enfants sur le dos, puis on voyait le vieux qui était à côté, c'était le mari, et c'était elle qui portait les gamins, etc. C'était dur, ça c'était très violent, ouais, quelque part. Et les femmes, par moments, moi je raconte certaines choses, où on a dû masquer, en fait mon mari ou son ami ont dû masquer des choses. Une femme qui était divorcée, et qui vivait dans sa famille et qui s'était retrouvée enceinte, évidemment elle aurait été tuée. Donc du coup, quelque part, on avait dit, non, elle a un problème de machin, il faut lui faire un curetage. Mais il a fallu quand même se bagarrer avec le frère qui était venu l'amener, pour l'amener à l'hôpital. Et la fille, elle tremblait. Et c'est vrai que mon mari lui avait fait dire par le Cessalia, et elle était extraordinaire, voilà, qui racontait aux femmes, ne t'inquiète pas, qui leur disait en kabyle, on va te soigner, etc. Mais voilà, c'était quand même des choses qui étaient dures aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, une dernière question avant de donner la parole à la salle. L'enseignement, l'arabisation. Oui. Vous étiez aux premières loges là pour le coup. Alors oui, c'était au niveau c'était le démarrage de l'arabisation, et donc j'avais des collègues qui étaient égyptiens. Voilà. Alors je dois dire quand même que unanimement, ils étaient pas aimés du tout des Kabyles, parce qu'ils arrivaient pour les cours d'arabe. Enfin, c'était des cours d'islamisation en fait. Voilà. Le support était le Coran. Le support était le Coran, oui. Donc là, moi, je communiquais, à part quelques-uns, mais très rarement, je communiquais pas avec eux, parce que pour eux, on parlait pas aux femmes, et même dans les groupes mixtes, quand il y avait des classes mixtes, ils parlaient pas aux élèves filles, quoi. Et donc, je pouvais même pas aller vers eux en leur disant bonjour, etc. C'était juste impossible, quelque part. Et puis, j'ai surpris des choses. Une fois, ils frappaient, ils avaient toujours une règle, ils frappaient quand les gamins répétaient pas bien le Coran, ils les frappaient sur les doigts. Donc je m'étais révoltée, j'avais été voir le directeur en disant c'est pas possible, une chose comme ça.
Puis une autre fois, j'étais arrivée, on avait des estrades encore à l'époque et tout, et je vois comme ça, et mes élèves, ils m'ont vu arriver, ils ont rigolé, parce qu'il y avait un Égyptien qui était en train de montrer comment on priait, et il était comme ça sur son estrade. Et donc je suis arrivée, bon, sachant pas qu'il était là quelque part, et s'est senti pas bien, donc ça a créé aussi des émois, quoi. Mais effectivement, c'était pas, comment dire, c'était pas la langue en fait arabe qu'ils enseignaient, c'était tout à fait autre chose. Ils étaient nombreux, hein, ils étaient nombreux. Ouais. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, c'est votre tour de travailler. Des questions ou des témoignages d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de cabines hein, dans la salle. Tu vises qui là Ah, tiens. Moi je suis pas Gabi, mais j'ai deux questions. Donc la première c'est quand tu arrives effectivement là-bas, c'est je pense à peu près une dizaine d'années après la fin de la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce que tu perçois? Parce que je trouve que c'est quelque chose, j'ai lu ton bouquin hein, qui est super, mais je trouve que c'est quelque chose qui n'apparaît justement pas dans le bouquin. C'est pour ça que je veux te questionner là-dessus. Qu'est-ce que tu perçois un peu comme séquelles ou comme quelque chose qui aurait marqué, parce que tu arrives et tu es française quand même. Donc ça c'était ma première question. Et pas simplement par rapport à toi, mais par rapport à ce que tu perçois dans le village. Voilà, qu'est-ce que ça a pu modifier, transformer, changer cette guerre? Est-ce que les gens en parlent, etc. Et puis la deuxième question, c'est, j'ai bien aimé comment tu parles effectivement de ton parcours par rapport à l'ethnologie, et c'est comment tu as fait en fait pour élaborer ce livre à partir d'un travail qui était ton travail de notes, donc de l'époque, des notes que tu avais prises, mais quand tu as pris ces notes, tu n'avais pas encore fait tes études d'ethno. Et donc, voilà, comment s'est agencé tout ce travail finalement spontané d'écriture que tu as fait sur place quand tu étais là-bas, comment ça s'est agencé après avec ta réflexion ethnologique pour que tu puisses finalement monter ce livre? Comment est-ce que ce livre s'est monté par rapport à ta présence originelle? Voilà. Oui, c'est vrai que, en fait, encore une fois, c'est après coup que que j'ai découvert l'ethnologie, mais c'est vrai que quand Claudine Vassas, par exemple, je lui donnais des extraits de mon journal à lire, et c'est elle qui m'a dit, bah, attends, c'est un matériau énorme, parce que je racontais tout, comment on faisait les barlawa, mais aussi comment on faisait la shorba, etc., mais aussi les rituels, les femmes, etc. Et j'ai pris conscience petit à petit du fait qu'en décrivant, mais simplement que j'écrivais, tout simplement, parce que ça m'intéressait. Ça m'intéressait et que j'avais l'impression de vivre des choses. Moi, je n'ai pas été élevée au couscous et à la shorba, mais au-delà de ça, tout était tellement différent pour moi de ce que j'avais vécu en tant que jeune bretonne, en fait. J'ai juste écrit tout ça. Et dans tout ce que j'ai écrit, c'était extrêmement précis, en fait. C'était à la fois les histoires de vie qu'on me racontait, mais c'est aussi ce que j'observais. Comment les gens étaient habillés, comment ils dansaient, enfin tout, quoi, si tu veux, tu vois. Excuse-moi, moi qui te connais depuis plus de 20 ans, c'est que tu as cette ouverture d'esprit, c'est que tu es très curieuse aussi. Oui, je suis curieuse. Très souvent, je dis à mon mari, mais j'oublie qu'elle n'est pas kabyle. Parce qu'en fait, elle s'adapte tellement. Mais parce que ça m'intéressait, et puis parce que ces femmes, alors ça rejoint la première question que tu as posée, Christiane, c'est effectivement, j'ai été étonnée de ça, c'est-à-dire, en fait, on m'a jamais parlé de la problème de la guerre de libération. Quand j'esquissais ça, quand j'en parlais un peu, on me disait, mais c'était la guerre, c'était comme ça, et t'y es pour rien du tout. Mais par contre, je raconte à un moment donné que quand j'étais dans la région de Sétif ou de Constantine, là oui, salle français, partait, etc. Enfin voilà. Et j'ai été... Alain, en fait, a eu un... Comment dire on lui a collé en fait la mort de la sœur de Malek on l'a rendu responsable de la mort d'une femme une jeune femme qui était tuberculose et qui est morte à cause de son
tuberculose. Une histoire terrible, parce que son mari en fait jetait les médicaments qu'on donnait et elle mourait, donc à l'hôpital on la soignait, mais dès qu'elle rentrait chez elle, voilà, et la tuberculose a empiré, et en fait ce que faisait Alain, c'est qu'il essayait on savait qu'elle allait mourir, elle était toute jeune, et elle avait un petit garçon qu'elle voulait voir, qu'elle n'a jamais revu, et on voulait juste faire en sorte qu'elle... Parce que son mari lui refusait de rentrer. Et donc, du coup, en fait, on voulait juste l'accompagner. Et tout le monde, les médecins étaient OK, enfin, les deux médecins coopérants. Et puis aussi, les infirmières, tout le monde l'aimait bien. Moi, j'allais la voir aussi. Et on voulait qu'elle meure là, auprès de son frère, auprès des siens, etc. Et pas dans la souffrance. Alors, donc, il y avait de l'oxygène. Mais du coup, ça coûtait trop cher en oxygène. Et le directeur voulait donc l'évacuer parce qu'elle coûtait trop cher, etc. Et il a profité d'un moment où nous, on était partis pour l'évacuer. Elle est morte toute seule, en fait. Voilà, quelque chose d'épouvantable, mais je ne sais plus pourquoi je racontais ça. Tu es parti de la question de la guerre d'Algérie. Bah oui, c'est pas du tout pour ça. Je suis perdue. On a fait endosser ça Comment à votre époux. On a fait endosser sa mort à votre époux. Ah oui, et donc voilà, et c'est merci. Et donc du coup, à un moment donné, on a eu un copain qui a dit, mais tu sais, ton dossier est inscrit en rouge, tu es accusé de je sais pas trop quoi, donc on a demandé une mutation. C'était au moment du Front Polisario, c'était un peu compliqué en plus, donc il a demandé une mutation, on est allé dans un village tout près de Constantine, et là j'ai pas eu le droit d'avoir un poste, donc pour la deuxième année, quand je pouvais pas sortir toute seule. Quand j'allais demander quelque chose à manger à un épicier, on ne me servait pas, on ne me regardait pas, on ne me voyait pas, et on se foutait de moi en kabyle, parce que je ne comprenais pas du tout. Quand Alain partait au dispensaire et je restais toute seule, tout le monde tapait sur les trucs. Ça, c'était la suite, en fait, de la guerre de libération. Mais je n'ai jamais vécu ça à Mayo, quoi, tu vois. Donc ça dépend des territoires, ça dépend ce que les gens ont vécu. En tout cas, moi, à Mayo, jamais on m'a parlé de ça. Et pourtant, j'allais me balader dans les forêts, il y avait des forêts napalmées. Et pourtant, voilà. Mais c'est après qu'ils m'ont parlé de ça. C'est pas quand j'y étais. Jamais personne m'a parlé de la guerre de libération quand j'y étais. Et nous, on était touchés, même qui nous accueillent comme ça. C'est plus tard, quand je les ai interrogés, qu'ils se sont mis à parler des colons, de ce qu'ils ont vécu, de la guerre, de Bichard, de l'opération Jumelle et tout ça. Mais ça a été dans les années 2000, quoi, quand j'ai recommencé en fait un travail de terrain, si tu veux. Mais quand j'étais présente, jamais ils m'en parlaient, vraiment jamais. Même, il y avait le 1er novembre, la fête traditionnelle, donc célébrant le départ de la guerre de libération, on tirait, etc. Nous, on était là, on était invités. Et les gens, on était invités d'honneur en fait, hein, voilà, on était debout avec tout le monde, mais on était là. Et même Alain, il y a un jeune de l'hôpital qui avait été maquisard et qui lui a donné son fusil pour qu'il tire lui-même des coups de fusil. C'est incroyable quand même un truc comme ça. Donc nous, on n'a pas du tout souffert de ça, quoi. Mais encore une fois, c'était comme ça, je crois voilà, c'était une spécificité. Est-ce que c'était une spécificité qui tenait au rapport au rapport spécifique entre la Kabylie et le reste de l'Algérie, justement? Ça, je sais pas, parce que dans les autres endroits, il faudrait parler ceux, je sais pas, qui sont de Fort National ou d'ailleurs et tout, comment c'est, je sais pas. Mais bon, moi, en tout cas, ils aimaient les Français, enfin bon, moi, j'ai pas eu de difficultés par rapport à ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on m'a raconté des tas d'histoires après sur les colons. Quand même, il m'a été dit, s'ils avaient été trop effrayants, en fait, il y en a qui seraient morts. Parce qu'à Tazmalt, juste à côté, il y a eu une famille décimée complètement. Hein, voilà. Et il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de colons tués, en fait, à Mayo. Donc, bon, après, je peux juste m'appuyer sur ce que les gens me disent. Peut-être aussi qu'ils me disent ça parce que je suis française, je ne sais pas trop, mais... Voilà, en fait, je n'ai pas senti du tout de ressentiment. Et encore une fois, ce qu'on me disait, c'est la guerre, c'est moche, la guerre, c'est comme ça, etc. Par contre, quand je suis retournée pour faire ma conférence dans le village, à partir des archives que j'avais trouvées, oui, il y a des hommes qui m'ont dit, tu sais, c'est ici qu'on a été torturés, c'est là, j'étais dans un fort où on m'a montré aussi, voilà, des choses comme ça. Mais c'était après coup, très longtemps après. Pas juste après la guerre de libération, précisément. À Constantine, c'était pas des Kabyles qui vous disaient de partir? Non, non. Bah voilà. Non, non, c'était pas des Kabyles. Dans quel village sans être indiscret, je connais? L'autre village où on a été muté, c'était Sidi Abdelaziz. C'est pas très loin de Mila, je crois. Ouais.
Oui. Je pense que vous avez eu, enfin, quelque part de la chance, parce que vous étiez dans un village un peu particulier, en Kabylie. Il a un statut particulier parce que c'est, vous l'avez dit, c'est un village colonial. Oui. Oui. Et en plein Kabylie, au flanc du Djourdjoura. C'est rare des villages comme ça. C'est pour ça qu'il y a des étrangers qui viennent. C'est pour cela. Et quand vous parliez, j'ai pensé à quelque chose, parce qu'en Kabyle, on l'appelle, bon, maillot comme ça, dans mais normalement, c'est Imshidal. Imshidal, ça veut dire, c'est le nom des fourmis rouges, des grandes fourmis rouges. Et je me demande si ce n'est pas par rapport justement à ce fait qu'il a été créé par des colons. C'est une petite pique pour les colons qui l'ont créé. Bon, avec l'indépendance, ils ont arabisé le nom. Ça devient Mshedallah, qui a un autre sens complètement, qui n'a rien à voir avec le sens d'origine. Mshedallah, ça veut dire ceux qui tiennent à Dieu. Ou qui... Ils n'aimaient pas ça du tout. Hein. Oui, bien sûr, je les comprends. Mais c'est dans le cadre de l'arabisation. C'est le produit de ces enseignants auxquels vous avez eu affaire. Parce que c'est vrai que les enseignants arabes, arabisants, c'est ce qui a fait l'échec de l'arabisation en général. Parce qu'on n'a pas transmis un outil de travail. On a transmis une idéologie à travers ce c'est pour ça que, et même maintenant, quand ils décident d'introduire l'anglais, c'est aussi une façon, un truc idéologique. Ce n'est pas une façon de transmettre le savoir. Ce n'est pas une façon de s'ouvrir sur le monde. Bien au contraire. Ils font tout pour détruire le savoir dans notre pays. Parce qu'ils veulent former des applaudisseurs à leur discours. Des gens qui ne réfléchissent pas, qui doivent obéir. D'ailleurs, depuis l'indépendance, l'école algérienne a évolué petit à petit de l'école publique à l'école coranique. Maintenant, on a calqué carrément l'école publique sur l'école coranique, où il faut apprendre et ne pas poser de questions. Il faut apprendre et répéter. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous avez parlé... je voudrais juste dire que les gens, justement, mes interlocuteurs, préféraient dire, nous on préfère le nom Maillot, qui est pourtant le nom, en fait, d'Henri Maillot, hein, voilà, oui. Le nom de la colonisation, que Mshedallah, parce que c'est la tribu, voilà, Mshedallah, dans les appels, dans les archives, on le voit, hein, les archives coloniales, Mshedallah ou les Meshedallah, et donc du coup, ils ont ajouté un H de Allah, voilà, pour arabiser et islamiser. Et donc, comme ils n'aimaient pas ça, c'est pour ça qu'ils préféraient, et encore maintenant, le nom de Maillot, en fait. Mais avant 62, parce que j'ai connu cette période, avant l'indépendance, parce que moi, je suis du versant opposé. Oui. Mais il y avait des contacts entre notre région et Mshedallah. Et on parlait toujours d'Mshedallah. Je n'ai jamais entendu parler de Mshedallah avant l'indépendance. Oui. Ouais. Ou alors, parfois, on disait Maillot. Et Maillot est très spécifique aussi parce que c'est pas les villes de la grande Kabylie, de la montagne, enfin celles dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on parle peu. Hein. Moi, je vois Alain Mahé qui a écrit un bouquin super sur la Kabylie. Il parle très très peu de cette ville parce qu'elle est vraiment aux confins de la petite Kabylie et du monde arabe, etc. Elle est à part quelque part. Hein. Elle est de l'autre côté
du col de Tiziquidal, de Tirourda, etc., donc vers les plaines. Donc effectivement, elle a cette spécificité de croisement, hein, à la fois colonial et en même temps de croisement de culture aussi. Voilà. Autre chose, vous avez parlé de la dame qui, vous étiez étonné qu'elle n'ait pas voulu à sa mère, oui. Parce qu'elle lui a fait. Bon, je suis kabyle, donc je connais bien ces histoires. Parce que nos parents, c'est vrai qu'ils nous faisaient souvent beaucoup de mal. Mais on sait qu'ils ne le faisaient pas par méchanceté. C'est qu'ils pensaient bien faire. Donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui pense bien faire. J'allais effectivement voilà. soulever le sujet. En fait, je pense que en étant moi fille d'une Kabyle qui a aussi voulu perpétuer ce cercle vicieux, elle a vécu un mariage jeune à 16 ans et elle a voulu perpétuer elle aussi. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir subi parce qu'elle n'avait pas les moyens intellectuels. Elle n'avait pas de vision d'autre chose. C'est pas la même chose pour nous qui avons pu en sortir. Donc Assina, je pense que il s'agissait d'Assina, elle est sortie de ça. Donc je pense que grandir, c'est aussi avoir la lucidité de se dire que nos parents, la mère comme le père, et surtout la mère, elle n'avait pas les moyens de lutter. Elle n'avait pas les moyens de se battre. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'au fond, tous leurs actes sont dirigés vers ce qu'ils estiment. Oui, bien sûr. Vers le meilleur. Oui, voilà. Mais elles sont quand même... Voilà, et elles essayent quand même de se battre pour nous offrir la meilleure des options parmi les pires options qui nous attendent. Donc... elles sont un peu les pieds et les mains liés et elles sont guidées par l'intérêt de leur progéniture, que ce soit une fille ou un garçon. Voilà, il ne peut pas y avoir d'amertume. Et c'est aussi notre façon de nous battre et puis d'en ressortir grandi. Parce que l'amertume ou la haine entre nos parents, elle serait contre-productive. Mourad, tu voulais dire quelque chose? Non, Nadia, donne-lui pas, regardez-le. Pardon, ah oui. Il est allumé là. C'est bon? Ouais. En fait, c'est pas une question que je voudrais te poser, mais un commentaire, hein, si tu permets. Il se trouve que ma femme et moi, nous avons été parmi les premiers à avoir eu un regard, une lecture de la première mouture. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Mourad, on avait, c'était vrai Kabyle, alors ils ont validé, ils ont, voilà, ils m'ont fait des petites remarques et tout, bien sûr. Eh bien, je voudrais restituer une expérience personnelle lorsque j'ai eu à lire ce livre, et je trouve que ce sentiment est partagé avec Melika. Ça a été une perplexité. Tu te dis, voilà une jeune Française qui ne connaît absolument rien de l'Algérie, a fortiori rien de la Kabylie, rien de la culture ou des mœurs kabyles, et qui, alors, du haut de ses 22 ans, hein, n'importe quelle autre petite Française de 22 ans, à mon sens, aurait eu un réflexe de rejet, de peur, etc. Eh bien non. Elle plonge dans la société, elle décide d'intégrer le monde auquel elle se trouve confrontée, etc. Et elle restitue un travail que je trouve extrêmement intéressant. Et voilà. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve que lorsque tu as commencé à prendre des notes, à faire ce travail, tu n'étais pas, comme vous le disiez tout à l'heure,
Tu n'étais pas ethnologue, Non, tu non, n'étais du pas... tout. J'étais juste prof de français. Voilà. Donc tu n'avais pas le souci de produire un travail scientifique sur ce que tu vivais. Mais en fait, sans le savoir, tu as livré un matériau justement pour que les ethnologues et les sociologues, etc., fassent un travail théorique, disons, académique, etc. Moi, je pense que c'est un travail qui va être en tout cas utilisé par tous ceux qui dorénavant seraient intéressés non seulement par la société de Mayoum, mais par l'ensemble de la société kabyle que tu as abordé. Moi, je te remercie pour ce travail. Merci, voilà. Mourad. C'est vrai que tu as révélé vraiment des situations très, très compliquées, des femmes algériennes, des femmes kabyles, exceptionnellement, donc moi je trouve. Mais après, ça ne m'étonne pas, comme je dis, on oublie que tu n'es pas kabyle. Ah, Dominique. Mais je suis bretonne, alors vous voyez bien les bretons et kabyles, c'est un axe. Hamid, tu veux poser une question? Une question rapide. Oui, rapide, s'il te plaît. Rapide. Bon, ben, bonsoir, Hamid. Alors, du coup, 2 questions très rapides. Et une, c'est une curiosité. Parce que l'infirmière dont vous avez parlé, elle a eu 2 filles, et puis 3 filles, je crois, et puis son mari attendait un troisième un garçon, un premier garçon. Elle l'a eu ou pas? Mais je sais pas. C'était une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. Alors la question, la première que je voulais poser, c'est surtout qu'il y a eu une première institutrice qui avait écrit un livre sur la Kabylie, sur l'ethnologie. C'est la Kabylie côté femme. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Donc il s'est passé 40 ans, donc vous l'avez vu, est-ce qu'il y a eu une évolution, parce qu'après l'indépendance et avant l'indépendance, mais je pense que, donc, Ben, et là il n'y a pas que Ben, le village d'Atéichem où elle était, c'était quand même un village qui était beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des femmes, peut-être. Qui était beaucoup plus, et qui ont réussi par la suite. Donc voilà, c'est la question, s'il y a eu un parallèle, s'il y a quelque chose. Non, j'ai pas fait de parallèle, mais effectivement... Non, c'est-à-dire s'il y a un parallèle, si vous avez dans votre pensée, ou alors... Non, moi j'ai vraiment, je me suis intéressée à... Merci à vous. Je me suis intéressée vraiment à la spécificité de ce village-là. Et j'ai justement pas voulu comparer, généraliser, ni rien du tout. En fait, c'est vraiment, voilà, mon histoire avec les gens que j'ai découverts là-bas. Voilà. Ouais. Une dernière question? Oui, c'est une réflexion concernant les brus. Oui. Dans l'immigration, je suis ancien de l'immigration des années 60, même avant, 58, et donc on est venu en famille nombreuse. Dans mon entourage, dans ma famille, ce que vous avez raconté, ça s'est reproduit, y compris en France, et ça continue à se faire encore, ou pour des raisons de papier, mais pour rejoindre ce que vous racontiez à propos de la bru, dans mon entourage, j'ai constaté des grands-mères qui allaient chercher pour leur petit-fils une femme en Kabylie. Donc c'est vraiment pas... faut pas stigmatiser Mayo, ou je ne sais comment, Imsdala. C'est une généralité dans toute la Kabylie, c'est une généralité dans l'immigration nord-africaine, en tout cas pour celle que je connais, la Kabylie, ça se reproduit encore, y compris maintenant. Voilà. Réflexion seulement. Hein. Je pense que la spécificité de Mayo, c'était plutôt l'enfermement des femmes dans les maisons. Ça, oui. L'enfermement, non, ça évolue en France. Ah oui, mais n'empêche qu'en 2005, c'était encore... D'ailleurs, elles mettent le foulard derrière les oreilles, la plupart des Kabyles, contrairement à celles qui se le mettent jusqu'au cou, etc. Il y a une spécificité berbère kabyle, évidemment, seulement l'âme profonde qui vient de très loin, les influences, et puis les hommes Elgazen, qui tapent du poing, etc. Ça évoluera avec les générations et dans le temps, si ailleurs ça évolue. Tout à fait, oui. Voilà. Je crois qu'il y a encore une question. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais apporter un petit témoignage concernant justement l'école du collège en 70.
plus précisément. Il y avait des enseignants français, il y avait des enseignants égyptiens. Ça a commencé l'arabisation de certaines classes en 68. Et ce que je voulais plutôt dire, c'est signaler, par exemple, les témoignages de mes camarades d'école de cette époque-là, qui ont été réalisés en 2010-2015 sur le site Miagejbel, en voyant les traces de notre ancien enseignant, M. Sahu, paix à son âme. Alors, si vous retrouvez ce site-là, vous allez retrouver des gens qui sont professeurs, qui sont docteurs, qui sont chercheurs, qui sont médecins, ils ont atteint des niveaux très supérieurs aux États-Unis, en Algérie, en France et en Angleterre. Et sincèrement, ça m'a énormément impressionné, ces témoignages. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Pardon. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là, en tout cas pour les discussions ici entre nous. On va se retrouver au-dessus pour se faire dédicacer quelques livres et continuer la conversation autour d'un verre. Je vous remercie, très bonne soirée. Et puis on salue les auditeurs qui sont loin de nous, les proches par la technique. Bonsoir. Bonsoir. Merci.